Je voulais dire aussi de manière liminaire que je ne fais pas partie de votre famille. Je ne suis pas dans le milieu des STAPS, mais je me sens cependant une grande proximité avec vous. Et je vous disais tout à l'heure, pour deux raisons au moins. La première, c'est parce que j'ai eu la chance, les années passant, on devrait dire la malchance, d'assister à l'émergence de l'éducation physique et sportive au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et pour ceux d'entre vous qui sont peut-être les plus avancés en âge, ce fut une période assez intéressante parce que l'éducation physique et sportive s'est posée à ce moment-là la question de qu'est-ce que c'est que l'éducation physique et sportive. Et en définitive, par rapport à des collègues de maths ou par rapport à des collègues d'histoire qui ne se posaient pas la question de qu'est-ce que les maths ou qu'est-ce que l'histoire, vous êtes, ou vos ascendants se sont trouvés affrontés à cette question extrêmement difficile. Comme par la suite, ce qui m'a intéressé dans le champ des apprentissages scolaires, c'était l'épistémologie des disciplines. Vous voyez de là l'idée de matrice disciplinaire qui, je sais, a été vulgarisée dans votre domaine. Donc voilà une des premières raisons pour lesquelles je me sens une proximité avec vous. Parce que vous êtes posé cette question fondamentale, qu'est-ce que c'est que l'éducation physique et sportive? Je n'ai pas le sentiment que vous y avez totalement répondu. On y reviendra peut-être ultérieurement, dans la mesure où vous n'avez pas choisi entre un certain nombre de paradigmes. Puis la deuxième raison, c'est parce que j'ai eu la chance d'être directeur de thèse d'un certain nombre de collègues, nous les citions tout à l'heure, en éducation physique et sportive. Voilà. Alors je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle vous m'avez invité ce soir. Et vous m'avez invité à parler de ce qui sans doute constitue un enjeu fort aujourd'hui dans les établissements, la réforme du collège. Peut-être y reviendrons-nous, mais je pense qu'on devrait davantage parler de refondation que de réforme. Une maison, peut-être y reviendrai-je tout à l'heure aussi, une maison ça a des fondations, c'est ce qui fait qu'on construit ou pas un étage supplémentaire, et une maison ça a des fondements. Les fondements, c'est ce qui fait qu'un homme et une femme, très fréquemment, ont décidé de passer une partie de leur existence ensemble dans ce lieu. Eh bien, parler d'une refondation du collège, c'est effectivement laisser entendre que ce qui permet à ce cycle de l'enseignement d'exister a été complètement reconsidéré. Et je pense pour ma part qu'on devrait parler aujourd'hui davantage de refondation que de réforme et surtout pas d'innovation. Réforme, c'est ce qui donne une nouvelle forme. Une refondation, c'est ce qui reconstruit, on pourrait presque dire à partir du socle, d'ailleurs le mot est présent à l'intérieur de la réforme du collège, c'est ce qui reconstruit complètement un cycle d'enseignement. Alors, comment est-ce que je vais m'emparer de cette question? Je ne vais pas peut-être trop m'attarder sur la question des enjeux, mais davantage sur la question des pratiques. Je vais m'attarder sur la question des enjeux à travers des enjeux conceptuels. Je veux dire que la réforme du collège, c'est cycle, c'est compétences, c'est interdisciplinarité, c'est un certain nombre de concepts qui fourmillent aujourd'hui et vis-à-vis desquels il me semble nécessaire peut-être d'apporter quelques lumières si j'en suis capable. Mais la réforme du collège, c'est aussi mettre en place des EPI, c'est aussi mettre en place de l'accompagnement personnalisé, ce sont aussi des pratiques. Alors les enjeux, je les situerai au plan notionnel, mais je ne les situerai pas au plan structurel. C'est-à-dire pourquoi à un certain moment, ce gouvernement a décidé de refonder le collège. On pourrait trouver du reste des raisons à ceci en allant regarder du côté des statistiques de réussite de l'école en général. On pourrait regarder aussi ce qui en est d'événements beaucoup plus structurels, je disais il y a un instant. Peut-être un flash, là, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup actuellement. Il y a des raisons sans doute structurelles qui font qu'on a parlé de la réforme du collège. Parmi ces raisons structurelles, alors une qui est évidente, c'est l'évolution des sociétés. Regardez les élèves aujourd'hui et vous apercevrez qu'à travers les réseaux sociaux, ils peuvent avoir l'impression de tout connaître, comme les adultes du reste, de tout connaître ce qui se passe du monde
en étant incapable d'agir sur la connaissance qu'il peut avoir de ce qui se passe de l'autre côté de la planète. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus des voyeuristes par rapport aux événements qui nous assaillent, dans le même temps où il y a un découplage de la dialectique entre la pensée et l'agir. Nous sommes capables d'avoir des informations sans être forcément capables d'agir sur les informations que nous connaissons. C'est une transformation profonde. Regardons les élèves et nous verrons que très tôt aujourd'hui, ils possèdent un téléphone portable. Avec un téléphone portable, on peut avoir le sentiment d'être au centre du monde, de pouvoir parler à quiconque. D'une certaine manière, c'est un narcissisme qui se développe. Et sans doute qu'il conviendrait de regarder ce qui se passe dans les établissements scolaires à travers une approche qui ne soit pas simplement une approche statistique. Des résultats à PISA, des résultats au baccalauréat, des 110 000 élèves qui sortent de l'école sans aucun diplôme, mais de les regarder à travers ces transformations profondes qui nous ont fait, avec un ami psychanalyste, Jacques Lévin, écrire dans un livre qui a pour titre « Pour une anthropologie des savoirs scolaires », qui nous laisse à penser qu'il existe aujourd'hui un nouveau peuple scolaire, que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas les élèves d'hier pour des raisons qui sont des raisons aussi profondes et pas superficielles que celles que je viens d'évoquer. Alors, il me semble que si on parle de refondation du collège, on en parle aussi parce qu'en toile de fond, il existe, j'ai eu la chance de discuter avec un certain nombre de responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il existe ce sentiment qu'il faut faire exister une éducation autre. Alors, à travers quoi la fait-on exister? À travers, il me semble, 3 registres, qui sont les 3 registres qui sont en permanence présents à travers toutes les réformes éducatives. Ces 3 registres, c'est le registre des contenus et des méthodes. En fait, réforme du collège, c'est une transformation en termes de contenu, en termes de méthode, le socle de compétences, le socle de connaissances, de compétences et de culture, on reviendra d'ailleurs sur ce mot culture, en est une illustration, comme les programmes sous forme de compétences, comme l'accompagnement personnalisé, je disais tout à l'heure, comme l'interdisciplinarité, comme cette idée de culture. C'est une transformation, toute réforme éducative est une transformation en termes de structure. Penser le temps long, comme nous y invitent les cycles, par rapport au temps court de l'année, c'est une transformation profonde. Et il y avait du reste chez Vincent Payon une idée qui n'a pas été reprise ultérieurement, qui était de faire exister une école fondamentale et le cycle 4 qui relie le cours moyen deuxième année et le début du collège en est une illustration. L'école fondamentale étant du reste une structure qui existe dans la plupart des pays européens et qui est extrêmement développée au niveau de l'Afrique. Et puis la dernière chose qui est en train de prendre corps aujourd'hui, une réforme éducative, c'est d'autres contenus, d'autres méthodes, c'est souvent d'autres structures et c'est d'autre part d'autres gouvernances. Et vous avez vu dans la littérature récente la manière dont la question de l'inspection est retravaillée, la manière dont la question de la vie des enseignants à travers des inspections qui existeraient tous les 7, 13, 20 et 30 ans est rediscutée. Alors moi je vais chercher à énoncer ces transformations, mais avant de les reprendre les unes après les autres, je vous propose 2 modélisations. Voilà, il me semble déjà que la réforme du collège travaille ces 4 réalités. Elle travaille de nouveaux savoirs, elle travaille, je le disais un instant, un temps long qui se substitue ou qui s'ajoute au temps court, elle travaille un pilotage pédagogique et elle a une ambition qui est de faire société. Cette question-là, sur laquelle je conclurai, autour de laquelle je conclurai, c'est-à-dire la question du rapport à la loi, et pas simplement la question du rapport au savoir, est une question vive qui se pose dans tous les établissements scolaires. La question qui, quand il y a 30 ans, s'il y a 30 ans on m'avait demandé qu'est-ce que c'est qu'un prof, j'aurais dit c'est quelqu'un qui maîtrise les savoirs qu'il enseigne. Il y a 20 ans, à la même question, j'aurais répondu c'est quelqu'un qui est un spécialiste de l'apprentissage des contenus qu'il enseigne. Il y a 10 ans, j'aurais dit c'est un spécialiste, je m'en expliquerai, de la question du rapport au savoir.
comprendre quel est le rapport au savoir que vit un élève. C'est sans doute ce qui peut nous aider en tant qu'enseignant à mieux comprendre l'adhésion ou au contraire le rejet. Vous savez, le j'aime les maths ou je déteste les maths, j'aime la philo ou j'aime la philo. Le savoir, c'est d'abord un rapport, et un rapport qui n'est pas un rapport de superficialité, qui est un rapport de profondeur, surtout que l'on vit avec lui. Et aujourd'hui, une question vive qui se pose dans les établissements scolaires, c'est la question du rapport à la loi. Et comment une classe peut-elle être simultanément une occasion pour l'enseignant de mieux comprendre le rapport au savoir de ses élèves et simultanément de mieux comprendre le rapport à la loi de ses élèves? C'est sans doute, je disais il y a un instant, un enjeu fort qui se trouve posé. Parce que le rapport à la loi, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la cour ou qui se passe dans l'association sportive, c'est quelque chose qui se passe dans le contenu de la classe. Et pour un certain nombre de collègues, la question du rapport au savoir seule les intéresse. La question du rapport à la loi ne les passionne pas énormément. Alors, autour de ces 4 focus, il me semble qu'on peut replacer, c'est ce à quoi je me suis essayé, qu'on peut placer la totalité des contenus que l'on retrouve dans la réforme du collège, étant entendu que ces choses-là, évidemment, sont à passer, sont à envisager en interaction les unes avec les autres au niveau des nouveaux savoirs, compétences, culture, interdisciplinarité, socle, au niveau du temps long, cycle, curricula. C'est un terme qui n'a pas été utilisé dans la réforme, on y reviendra, enfin curriculum mais au pluriel, curricula. On continue à parler de programme alors que la réforme est beaucoup plus exigeante. Les parcours éducatifs, par exemple, réfèrent à un temps long. Ces 4 parcours éducatifs qui existent dans la réforme. Le pilotage pédagogique, sans doute, renvoie à un nouveau rôle pour les chefs d'établissement, enfin nouveau ou un rôle qui perdure, qui est de penser l'établissement comme une organisation apprenante et le chef d'établissement comme un régulateur des régulations, un régulateur des régulations. Et faire société, cela renvoie, je disais à l'instant, à la question du rapport au savoir et à la question du rapport à la loi. Alors ça, c'est une première modélisation. Il y en a une seconde modélisation qui, je pense, est possible. C'est de se dire que cette réforme-là, elle introduit différentes logiques dans les établissements. Une première logique à laquelle elle renvoie, c'est la logique épistémologique. Je rappelle, si besoin est, que épistémé en grec, c'est la science, que l'épistémologie, c'est une réflexion critique sur les principes, les méthodes et les conclusions d'une science. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est que l'EPS? C'est une réflexion épistémologique. C'est une réflexion critique sur les principes. Princeps, en grec, c'est ce qui est premier. Ce qui est premier dans une discipline, c'est les questions qu'elle pose au monde. Quelles sont les questions que pose au monde la physique? La physique pose au monde des questions qui sont autres que la biologie. La physique s'intéresse à la matière inanimée. La biologie s'intéresse à la matière vivante. Une discipline se définit par des principes au sens que je viens d'illustrer, c'est-à-dire quelles questions on pose au monde, on pose à soi d'ailleurs et on pose aux autres simultanément. Quelles questions on pose en éducation physique et sportive? Eh bien, si on répond à cette question, on va pouvoir y répondre à travers, je ne sais pas moi, le travail de par le bas, la conduite des activités motrices, et puis on va y répondre complètement différemment à travers le travail de quelqu'un comme Guaron quand il militait à la FSGT, qui consistait à dire que l'éducation physique et sportive, elle s'intéresse à la manière dont l'homme, à travers des activités culturelles, a donné naissance à une réflexion sur le corps en mouvement. Et puis on peut y répondre encore de manière complètement différente. Pour ma part, je pense que l'éducation physique et sportive s'intéresse à la compréhension du couple corps-esprit. Qu'à travers l'éducation physique et sportive, on s'intéresse au corps, mais en s'intéressant au corps, on s'intéresse à une autre entité qui est l'esprit. Quand j'étais, puisque je suis à la retraite maintenant, quand j'étais à la fac, je disais à Stéphane, une des questions qui me permettait de recueillir une grande attention de la part des étudiants, c'était de leur dire, mais est-ce que je suis mon corps? Est-ce que je ne suis pas mon corps? Si j'étais mon corps, je voudrais courir vite, je voudrais sauter haut et je voudrais beaucoup d'autres performances. Et le temps passant, j'ai l'impression que, est-ce que j'habite cette chose qui est mon corps?
qui est dissocié en quelque sorte de ce qui le conduit à agir comme il agit. Je suis mon corps ou je ne suis pas mon corps. Et donc peut-être l'éducation physique et sportive s'intéresse-t-elle à travers la corporéité à une question comme celle-là. Et puis il y a d'autres paradigmes qui parcourent encore l'éducation physique et sportive. Mais à travers la réforme du collège et à travers la réforme des contenus, à travers la notion de compétence par exemple, il y a une logique épistémologique qui se trouve posée. Il y a une deuxième logique qui se trouve posée, c'est une logique qui est psychosociologique. En définitive, c'est la logique des compétences transversales. C'est la logique du socle. C'est une question importante qui a été posée à travers le socle, on va y revenir dans un instant. C'est-à-dire finalement, à travers la totalité des contenus qui sont enseignés, y a-t-il un commun à l'ensemble de ces contenus? Qu'est-ce qui traverse l'ensemble de ces contenus? Qu'est-ce qui est le socle au plan métaphorique, c'est-à-dire la base sur laquelle on peut construire d'autres choses? Alors ça, c'est une logique qui est une logique psychosociologique, celle des opérations intellectuelles qui sont en jeu. Est-ce qu'il existe des compétences disciplinaire transversale? C'est une question difficile, celle-là. Je veux dire, si je dis que quand je fais de l'éducation physique et sportive, c'est un peu comme quand je fais des mathématiques ou quand je fais du français. C'est-à-dire que j'aide les élèves à analyser ou j'aide les élèves à observer. Est-ce que ça existe? Quelque chose qui s'appellerait une compétence d'analyse qui sera indépendante du support disciplinaire sur lequel cette compétence transversale existe? Voilà, une deuxième logique. Une troisième logique, c'est la logique des didactico-pédagogiques. Je relie évidemment ces deux notions. Compétences, tâches, activités, obstacles, transferts. Il y a une troisième logique, qui est la logique organisationnelle, c'est-à-dire qu'en EPS, à travers les cycles, à travers les programmes, mais dans toutes les disciplines, se pose la question de l'organisation. En définitive, si je suis prof au cycle 4, il faut que je me rapproche comme ça. D'accord. Quand je suis au cycle 4, quels sont les contenus qui sont en filiation dans l'équivalent de la 6e et de la 5e, qui sont en filiation au cycle 4 avec les contenus du cours moyen deuxième année? Comment tout ça, ça s'organise? Et puis il y a une avant-dernière logique qui est une logique sociétale, qui est la logique du socle. En définitive, qu'est-ce qui peut, et on verra tout à l'heure comment historiquement la notion de socle était une notion en évolution, qui s'est posée depuis Giscard d'Estaing jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a une logique anthropologique, on y reviendra aussi, qui est la notion de culture. C'est très intéressant. Vous regarderez, quand François Fillon, ministre de l'Éducation, en 2006, pour la première fois, fait émerger la notion de socle. Il parle de socle, de connaissances et de compétences. Quand, ultérieurement, Vincent Payon, sous la gauche, fait exister un socle de compétences et de connaissances, cela ne suffit pas. Il fait exister un socle de connaissances, de compétences et de culture. Mais c'est une vraie question. On y reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire, un socle de culture? Il y a une culture mathématique qui est différente de l'enseignement des mathématiques. Qu'est-ce que c'est, quand on est prof d'une discipline, d'enseigner la culture de cette discipline et pas simplement les contenus de cette discipline? Voilà, c'est une logique anthropologique puisque chacun sait que le concept central de l'anthropologie, c'est le concept de culture. Alors maintenant, je vais évoluer à partir de ces quatre ensembles conceptuels qui apparaissent à vos yeux, c'est-à-dire je vais commencer par les savoirs et je vais détailler en définitive le sens qui me semble être présent à travers socle, compétences, interdisciplinarité, culture, puis après cycle, curricula, puis on verra avec le temps jusqu'où il nous sera possible d'aller.